La question de la souveraineté se pose aujourd'hui même aux pays européens du fait de la bascule technologique, cognitive et tout. Je voyais qu'effectivement, il y avait une investigation de X parce que les algorithmes sont biaisés. Les Européens sont beaucoup plus forts que nous, a fortiori. Parce qu'on ne peut pas éliminer la question des technologies, comme on dit, cognitives, et Internet, dans ce qui se passe aujourd'hui. Pour répondre à mon ami le colonel Diouf, je dis qu'on est dans un horizon d'indétermination. Sur le plan international, comme sur le plan régional. Donc, on est dans un processus historique en cours. Et nous cherchons des solutions en nous réunissant ici. Et en faisant des propositions très concrètes jusqu'au jour peut-être où on y arrivera. Et effectivement, il me semble que le dialogue fait partie. D'ailleurs, on a toujours réglé nos problèmes par le dialogue, par le débat démocratique. C'est difficile dans le contexte actuel, c'est vrai, où il y a la bataille, comme tu dis, hein, surtout la guerre, les guerres civiles, les guerres de communication, c'est incroyable. Et ce n'est pas seulement les acteurs endogènes. Je ne coupe pas la parole, mais quand on dit dialogue, effectivement, comment est-ce qu'on enclenche ce dialogue? Comment est-ce qu'on le met en place? Qui sont les acteurs? Qui est mobilisé? On a fait énormément de dialogue dans tous ces pays. Moi j'ai été engagé dans le processus de paix en Casamance. Hein. Oui. C'est même moi qui nous avait demandé. Donc, allez voir tous les acteurs impliqués, les gens qui ont la possibilité d'aller les voir, de leur parler. Au Mali, je pense qu'il y a l'Iran. Déjà. Et au-delà de l'Iran, je pense qu'il y a d'autres, parce que la question religieuse, elle est fondamentale. Maintenant, le grand problème aussi, quand on dit l'idéologie religieuse, c'est parce qu'il y avait autre chose avant. Il y avait tous les vieux partis fondés sur la base du communisme, du socialisme. Mais c'est tous des partis qui sont devenus, puisqu'ils disparaissent alors. Ils ne laissent rien. L'idéologie religieuse, c'est l'idéologie de Trump et de Vivance aujourd'hui. Mais c'est la vérité. Ici, on avait l'islam soufi avec nos confréries. Et puis, écoutez, ce sont les fils et les petits-fils de confréries qui sont allés étudier, comme on dit, en Égypte, à Azhar, à l'université de Médine, qui reviennent, qui nous amènent autre chose. Oui, moi, quand on était petits, bon, nos mamans mettaient le mouchoir de tête. Maintenant, aujourd'hui, vous allez en fac de sciences ou en fac de médecine, les gens ils présentent leur thèse avec. Voilà, c'est cette transformation. C'est ça l'idéologie aussi. Peut-être ici, c'est beaucoup plus smart, plus machin, mais les gens qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien à boire, qui n'ont pas de travail, qui sont laissés pour compte, ils se disent, mais tiens, ils commencent à être sensibles. Ce que vous dites, c'est vrai, hein? Parce qu'il y a eu un travail. Moi, j'étais président d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et j'ai vécu tout ce qui se passe en matière de terrorisme. Quand je suis arrivé à l'intérieur, j'allais au Burkina tout le temps. Quand je suis arrivé en 2014-2015, je leur ai dit, mais vous allez avoir des problèmes. J'ai vu la transformation qu'il y avait à l'intérieur du pays. Le Burkina, c'était un pays vraiment fantastique. On ne sentait pas la religion, qui est musulman, qui est chrétien. Mais quand je suis parti à l'intérieur, voilà, je vois quand même le code vestimentaire, ça a changé. Vous allez au Niger aussi. C'était un pays c'était des pays laïques. Hein. Et vous allez au Niger, le code vestimentaire a changé. Les barbes et tout. Donc, c'est même au niveau de la société où c'est intervenu, au niveau de la société des musulmans. Maintenant, il faut voir pourquoi et maintenant, comment aborder les acteurs qui acceptent déjà de parler. Parce qu'au Niger, on a trouvé que des gens acceptent de parler. Au Mali, on en a trouvé. Au Burkina, on en a trouvé. À l'époque, il y avait, si vous voulez, cette espèce de prescription qui venait des autres pays. Hein. On ne parle pas aux djihadistes. Quand même, Ibeka était courageux pour dire, moi, les Maliens vont se parler. On ne peut pas résoudre le problème sans se parler. Donc,
Nous, ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est de comprendre que s'il y a des solutions endogènes qui sont prises par les communautés, de voir comment les accompagner efficacement. Et moi, vraiment, je pense que c'était au centre. Hein. Quand j'étais au Mali, expert indépendant, j'ai vu, il y avait, à une échelle vraiment locale, tous les chefs religieux étaient là. Ils ont commencé à se parler, à se réconcilier, et on a donné une petite aide pour développer. C'est-à-dire que là où il y a la paix, il faut l'accompagner par un développement économique et social, pour que les gens puissent travailler et puissent avoir de l'espoir. Comment faire renaître de l'espoir là où il y a quelque chose qui commence à pousser et à germer? Comment arroser? Voilà, merci. Merci, Dr. Tine, Dr. Lassina.